Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Les frappes israéliennes à Beyrouth, dans le sud et dans la Bekaa, ont tué 773 personnes, dont 103 enfants, et en ont blessé 1933 autres depuis le 2 mars, selon le ministère de la Santé. Et les autorités israéliennes menacent d'élargir leurs cibles. Par ailleurs, le président Joseph Aoun a déclaré au secrétaire général de l'ONU, en visite à Beyrouth, n'avoir reçu aucune réponse à sa proposition de négociation directe avec Israël, tandis que le nonce apostolique parcourt les villages chrétiens du Sud pour soutenir les populations locales. Les frappes israéliennes se poursuivent dans plusieurs régions du pays, notamment à Beyrouth, dans le sud et dans la Bekaa. À Beyrouth, une frappe de drone a visé un appartement dans la région de Nabra Bouchhamoud, causant la mort d'une personne. D'autres attaques ont également ciblé la banlieue sud de la capitale, ainsi qu'une voiture dans le quartier de Jnah. Dans la Bekaa, une frappe a visé un appartement à Berliès, ciblant un responsable de la Jama'a Islamiyya. L'attaque a tué ses 2 fils et fait plusieurs blessés graves. Dans le sud du Liban, les bombardements ont touché de nombreuses localités autour de Nabatiyeh et Tyr. À Saïda, une frappe contre un immeuble a fait au moins 12 morts et 12 blessés. Par ailleurs, l'aviation israélienne a largué des milliers de tracts au-dessus de Beyrouth, provoquant un mouvement de panique dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment Hamra et Verdun. Ces tracts appellent les Libanais à désarmer le Hezbollah, présenté comme le bouclier de l'Iran. Sur le plan politique, le président Joseph Aoun affirme n'avoir reçu aucune réponse d'Israël à sa proposition d'ouvrir des négociations directes sous parrainage international pour mettre fin à la guerre. Le chef de l'État a réitéré son appel à une trêve, accompagné d'un déploiement de l'armée libanaise dans les zones de conflit. Mais du côté israélien, le ton reste menaçant. Le ministre de la Défense Israël Katz a averti que le Liban va payer un prix croissant en destruction tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Dans ce contexte, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé à Beyrouth pour une visite de solidarité. Il a appelé à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, alors que plus de 800 000 personnes ont été déplacées depuis le début du conflit. Par ailleurs, le nonce apostolique au Liban, Monseigneur Paolo Borgia, a entamé une tournée dans les villages chrétiens du Sud, notamment dans les régions de Marjayoun et Hasbaya. Depuis Claïra, il a appelé à l'unité et à la solidarité pour soutenir les habitants des villages frontaliers, affirmant agir en coordination avec le pape pour répondre aux besoins des populations locales. Un geste symbolique dans une région particulièrement exposée aux tensions militaires. La guerre au Moyen-Orient entre dans son 14e jour avec une nouvelle escalade militaire et des tensions diplomatiques croissantes. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei serait blessé. Les États-Unis menacent ouvertement le régime de Téhéran, tandis que les frappes et les ripostes se multiplient dans la région. Face à cette situation, une stratégie iranienne immuable est appliquée, en fermant le détroit d'Ormuz et en multipliant les attaques de drones et de missiles à Bakou. Téhéran applique une stratégie bien connue, la guerre asymétrique, une manière de fragiliser ses adversaires sans disposer de la même puissance militaire. Un décryptage signé Edouard Sfer. À première vue, l'Iran semble avoir subi un choc militaire majeur. Les frappes américaines et israéliennes ont détruit des centaines de cibles militaires à travers le pays. Le guide suprême, Ali Khamenei, a été tué, et sur le papier, la République islamique paraît affaiblie. Mais dans cette guerre, la question n'est peut-être pas de savoir qui gagne le plus de batailles. La vraie question est qui peut faire durer la guerre. Depuis plusieurs jours, les marchés mondiaux sont sous tension. Les prix du pétrole ont bondi. Les compagnies maritimes suspendent leurs opérations dans le Golfe. Et surtout, près de 20% du pétrole mondial disparaît brutalement du marché. La région tient en lieu précis le détroit d'Ormuz. Ce couloir maritime, long d'environ 212 km, large parfois de seulement 55 km, est l'une des artères énergétiques les plus importantes de la planète. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole y transitent.
Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït ou Irak, tous dépendent de ce passage pour exporter leur énergie. Sur sa rive nord se trouve l'acteur qui contrôle ce verrou stratégique, l'Iran. Après les frappes américaines du 28 février contre près de 500 cibles militaires, la riposte iranienne a été rapide. Des drones et des missiles ont visé des bases américaines dans la région. Puis les gardiens de la révolution ont annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, provoquant une chute brutale du trafic maritime. Mais cette crise révèle surtout une stratégie militaire ancienne. Depuis la guerre Iran-Irak dans les années 1980, Téhéran sait qu'il ne peut pas rivaliser directement avec les grandes puissances militaires. L'Iran donc a développé une autre doctrine, la guerre asymétrique. Le principe est simple, éviter la confrontation directe et frapper les points faibles de l'adversaire. Au lieu d'investir massivement dans des porte-avions ou des avions de chasse, l'Iran a misé sur des missiles balistiques et des drones à bas coût. Ces armes peuvent être produites en grand nombre, sauter des systèmes de défense et frapper des infrastructures ou des balises militaires. Et surtout, le coût pour intercepter ces drones dépasse souvent largement le prix du drone lui-même. L'Iran utilise aussi des tactiques de tromperie militaire. L'armée iranienne déploie par exemple des leurres gonflables imitant des chars, des radars ou des lanceurs de missiles afin de tromper la surveillance aérienne et les satellites. L'objectif est simple, pousser l'adversaire à gaspiller le plus de munitions de précision extrêmement coûteuses sur des cibles factices. Autre pilier de cette stratégie, un réseau d'alliances régionales. Des groupes armés alliés à Téhéran peuvent ouvrir plusieurs fronts simultanément, compliquant la réponse militaire de ses adversaires. Enfin, la géographie joue un rôle clé. En fermant le détroit d'Ormuz, l'Iran bloque une part importante de l'économie mondiale. Certes, Téhéran se prive aussi de ses propres exportations pétrolières, dont une grande partie est destinée à la Chine. Mais le recul stratégique est ailleurs. Dans cette guerre, l'Iran ne cherche pas nécessairement à remporter une victoire militaire classique. Son objectif est plutôt de rendre le conflit si coûteux, si complexe, si imprévisible, que sa poursuite devienne politiquement et économiquement difficile pour ses adversaires. Autrement dit, la stratégie iranienne ne consiste pas à vaincre les États-Unis sur le champ de bataille, mais à transformer la guerre en piège stratégique pour l'économie mondiale. De Téhéran à Haïfa, la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis transforme le quotidien des civils. En Iran, entre bombardements, contrôle militaire et pénurie, la population tente de s'adapter à un pays sous pression. En Israël, les habitants vivent au rythme des sirènes et des salves de missiles, alors que les systèmes de défense aérienne tentent d'intercepter les attaques venues de l'Iran et du Liban. À Téhéran, la guerre se ressent dans chaque détail du quotidien. Quelques 3,2 millions d'Iraniens ont été déplacés à l'intérieur de l'Iran depuis le début de la guerre selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Une habitante de la capitale iranienne décrit une ville sous tension, marquée par les frappes aériennes, les checkpoints et les difficultés économiques. L'essence est désormais rationnée, les distributeurs bancaires fonctionnent parfois de manière intermittente et certains services sont perturbés après des frappes visant des infrastructures financières et énergétiques. Dans les rues, les autorités tentent de montrer qu'elles contrôlent la situation. Des points de contrôle militaires ont été installés dans plusieurs quartiers. Selon cette habitante, les forces de sécurité vérifient parfois les téléphones des passants pour surveiller leurs recherches ou leur activité sur les réseaux sociaux. Mais la peur reste présente. Lorsque les bombardements frappent des bâtiments proches, les explosions peuvent souffler les fenêtres de quartiers entiers. Malgré tout, certains habitants espèrent que cette guerre pourrait provoquer des changements politiques dans le pays. À plus de 1500 km de là, la guerre s'invite aussi dans le quotidien des Israéliens. À Haïfa, grande ville portuaire du nord d'Israël, les habitants ont assisté à une impressionnante salve de missiles tirés depuis le nord en direction de la ville. Dans le ciel nocturne, des traînées lumineuses marquent l'interception des projectiles par le système de défense Iron Dome. Les sirènes d'alerte retentissent et les habitants se précipitent vers les abris. À une trentaine de kilomètres de la frontière libanaise, Haïfa est régulièrement visée par des roquettes du Hezbollah, allié de l'Iran. Selon l'armée israélienne, les tirs de missiles et de roquettes ont continué ces dernières heures depuis l'Iran et le Liban, même si la majorité aurait été interceptée.
Au final, des deux côtés du conflit, les civils vivent désormais au rythme d'une guerre faite d'alertes, d'explosions et d'incertitudes. Une guerre qui dépasse largement les lignes de front et transforme la vie quotidienne de millions de personnes dans la région. Et maintenant, voici un retour sur cette 14e journée de guerre au Moyen-Orient. La guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël continue de s'intensifier. Selon le Pentagone, le nouveau guide suprême iranien Mujtaba Khamenei aurait été blessé et possiblement défiguré après les frappes menées contre des infrastructures iraniennes. Le dirigeant n'est pas apparu en personne lors de sa première intervention depuis sa désignation. Pour sa part, Donald Trump a haussé le ton, menaçant de détruire totalement le régime iranien si le conflit se poursuivait. Depuis le début de la guerre, les forces américaines et israéliennes affirment avoir frappé plus de 15 000 cibles en Iran, soit plus de 1000 frappes par jour. Face à ces attaques, Téhéran promet une riposte sévère. La diplomatie iranienne affirme vouloir infliger une leçon mémorable aux États-Unis et à Israël. L'Iran a également annoncé une nouvelle salve de missiles dirigés vers Israël dans ce qui apparaît comme une nouvelle phase de représailles. Le conflit continue aussi d'affecter toute la région. À Dubaï, un immeuble du quartier financier a été touché par des débris provenant d'un projectile intercepté après une attaque aérienne. Sur le plan diplomatique, la Russie réclame une levée plus large des sanctions sur son pétrole, estimant que cela permettrait de stabiliser les marchés énergétiques perturbés par la guerre. Pendant ce temps, le prix du pétrole reste sous pression. Le baril de Brent évolue autour de $100, tandis que les bourses européennes et asiatiques restent orientées à la baisse. Enfin, la guerre a également touché les forces internationales. Un soldat français a été tué par un drone Shahed près d'Erbil, au Kurdistan irakien. Autant de signaux qui montrent que le conflit dépasse désormais largement le cadre régional, avec des conséquences militaires, économiques et stratégiques à l'échelle mondiale. La guerre contre l'Iran a déjà un coût colossal pour les États-Unis. Selon des estimations relayées par la presse américaine, plus de 11 milliards de dollars ont été dépensés en moins d'une semaine, alors que les opérations militaires se poursuivent. La guerre contre l'Iran représente déjà une facture massive pour les États-Unis. Selon un briefing du Pentagone, présenté à des membres du Congrès et révélé par le New York Times, les 6 premiers jours du conflit auraient coûté plus de 11,3 milliards de dollars. Et ce chiffre pourrait être encore plus élevé, car il ne prend pas en compte de nombreux coûts liés à la préparation des frappes, au déploiement des forces ou à la logistique militaire. Dès les premières heures du conflit, les dépenses ont été particulièrement importantes. Le Pentagone avait déjà indiqué au Congrès que 5,6 milliards de dollars de munitions avaient déjà été utilisés au cours des 2 premiers jours seulement. De leur côté, les analystes du Centre d'études stratégiques et internationales basé à Washington estiment que les 100 premières heures de l'opération ont coûté environ 3,7 milliards de dollars, soit près de 900 millions de dollars par jour. Mais certaines estimations sont encore plus élevées. Le site spécialisé Iran War Cost Tracker, qui suit en temps réel les dépenses américaines, évaluait jeudi matin le coût de la guerre à plus de 17 milliards de dollars. Selon ce compteur, les États-Unis dépenseraient environ 1 milliard de dollars par jour. Et ce calcul ne prend toujours pas en compte les coûts indirects, comme la prise en charge des anciens combattants ou les dépenses à long terme liées au conflit. Le Center for American Progress estime ainsi qu'une guerre de 3 semaines pourrait facilement coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donald Trump dépense des milliards dans la guerre au Moyen-Orient sans l'aval du Congrès. Ces dépenses non approuvées créent un écart dans le budget fédéral, obligeant l'administration américaine à puiser dans d'autres fonds ou à augmenter sa dette, ce qui pèse directement sur une économie américaine déjà en chute libre. Sur cette note, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.